Rien de tout cela ne rend service à quiconque en Moldavie. Ils sont des pions, tout comme les citoyens d'autres pays, dans un jeu géopolitique. Nous savons tous que parmi les trois pays, l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie, c'est la Géorgie qui a le plus étroitement rempli les conditions. Pourtant, c'est la Géorgie qui fait face à des obstacles parce que l'Union européenne veut interférer dans les affaires internes du pays, exigeant qu'ils adoptent une position plus anti-russe. Ils regardent ce qui s'est passé en Ukraine et ils ne veulent pas du même résultat. La Géorgie mérite l'adhésion à l'UE. Ils méritent le droit d'élire leur propre gouvernement et de maintenir de bonnes relations avec leurs voisins. Bonjour à tous. Bienvenue dans un autre épisode du Monthly Daily, cette fois pour le mois d'octobre, où nous suivons les discours et les discussions de Claire Daly et Mick Wallace au Parlement européen. Alors, octobre a été particulièrement chargé, bien sûr, à cause de la guerre qui a éclaté entre Israël et la Palestine, le bombardement incessant de la bande de Gaza par Israël, et toute la violence qui se déroule au Moyen-Orient. Mais au tout début, il y a eu beaucoup de discussions au Parlement européen juste avant le 7 octobre lorsque le Hamas a attaqué. Et ensuite, même après, il y avait encore des discussions au Parlement sur d'autres sujets. J'ai déjà fait une vidéo juste sur la guerre à Gaza. Regardez celle-là, elle sera liée dans la description. Mais voici certains des autres sujets. Et comme toujours, Claire Daly a son style unique pour souligner toute l'hypocrisie de l'UE. Merci, Monsieur le Président. On est censé croire que la coercition économique est quelque chose que seuls les méchants pratiquent, et que nous avons besoin de cette loi pour nous défendre. Mais, bien sûr, tout le monde sait que c'est un mensonge éhonté. Nous jouons les victimes tout en nous engageant dans exactement le même comportement. Joseph Borrell nous a dit en mars que l'UE devrait être un acteur capable d'exercer une influence sur ce qui se passe dans le monde, en utilisant des instruments de coercition pour faire agir les autres comme nous le souhaitons. Mais bien sûr, c'est juste défensif. Lorsque nous disons que l'élargissement est un outil géopolitique, lorsque nous intimidons et faisons du chantage à des pays comme la Géorgie pour qu'ils fassent ce que nous disons, nous pratiquons la coercition économique. Certains ici semblent avoir oublié que cette loi a été initiée pour contrer la coercition américaine contre l'UE. Quelques années plus tard, avec les entreprises de l'UE toujours victimes des sanctions secondaires américaines, il est à peine question de cela dans ce document. Au lieu de cela, il s'agit de plier le genou devant les États-Unis et de s'engager dans leur guerre commerciale donnant-donnant contre la Chine. C'est absurde, et nous ne voulons aucune part de cela. On dit que l'on récolte ce que l'on sème, mais la réalité est que lorsque les élites européennes sèment la catastrophe, ce sont toujours les peuples qui en subissent les conséquences. Une récente enquête Ipsos a révélé qu'un tiers des Européens se trouvent actuellement dans une situation financière précaire, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas se permettre l'essentiel comme la nourriture, les déplacements et les vêtements. Cela signifie qu'ils vivent dans la pauvreté ou qu'ils sont sur le point de basculer dedans. Près de la moitié des Européens disent qu'ils ne peuvent pas se permettre de chauffer leur maison, et 40% des parents ont dit qu'ils ne peuvent pas subvenir aux besoins de leurs enfants. 1 sur 3 saute des repas pour pouvoir nourrir ses enfants. Presque tout le monde a peur, tout le monde. Les vies sont consumées par l'anxiété. 60% des Européens s'inquiètent d'une dépense imprévue qui pourrait les précipiter dans le gouffre. Maintenant, les grandes entreprises dévastaient déjà la vie des gens avant que les puissances de l'Europe décident qu'une guerre permanente vaut mieux que la paix. Mais cette décision a empiré les choses. Les peuples d'Europe paient pour cette guerre sans fin à travers une crise du coût de la vie. À quoi bon se tordre les mains si nous ne relions pas les points entre eux? Merci, Monsieur le Président. Je dois admettre que le débat d'aujourd'hui me met profondément mal à l'aise. Nous avons un accord ici pour ne pas essayer d'influencer le résultat des élections nationales en planifiant des débats juste avant que les électeurs nationaux ne se rendent aux urnes. Et pourtant, nous voici, à seulement 2 semaines des élections polonaises, à tenir ce débat. Nous avons une autre séance plénière dans 15 jours, juste après la fin de ces élections. N'aurions-nous pas pu attendre jusque-là? Quelle est l'urgence? Bien sûr, il n'y en a aucune.
Une enquête est en cours, et cela aurait pu attendre jusqu'au 16 octobre. Il va sans dire que je ne suis pas un fan du gouvernement polonais, ni d'aucun autre gouvernement d'ailleurs, mais de nos jours, il semble qu'il faille tout expliquer. Je ne suis pas non plus partisan de l'utilisation de ce Parlement pour influencer le résultat d'une bataille électorale nationale. Le faire constitue un abus de la position du Parlement. Si l'aile droite est la cible aujourd'hui, ce sera la gauche demain et le centre le jour suivant. Le gouvernement polonais a-t-il des questions auxquelles répondre? Certainement, sur ce sujet et bien d'autres également. Il devrait y répondre au travers d'une enquête indépendante. En tant que Parlement, nous pourrons alors débattre du résultat. À tous ceux ici qui se sont dit choqués par cela, je dirais que le régime frontalier de l'Europe est massivement et mortellement injuste. L'argent et le pouvoir font disparaître les frontières. Les gouvernements de chaque grand groupe politique dans cette salle président sur des régimes de visa et d'immigration où l'argent, le pouvoir et la blancheur vous donnent un accès privilégié à l'UE. Soyez bien sûr critiques envers la fraude et la corruption dans la vente de visas. Mais pendant que vous y êtes, considérez les problèmes à plus grande échelle avec les frontières de l'Europe, ce que la plupart de vos gouvernements soutiennent et appliquent. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais faire une motion de procédure en vertu de l'article 10 du règlement. Lors de la séance d'ouverture d'hier, un député français du groupe ID a fait des déclarations fausses et diffamatoires sur un événement organisé par moi-même et Mick Wallace, ainsi que sur ceux qui y ont participé, jetant ainsi le discrédit sur le Parlement. Que les choses soient très claires, les intervenants à notre événement, qui étaient d'anciens détenus de Guantanamo, n'ont jamais été inculpés, encore moins condamnés, pour une quelconque activité terroriste. Ils ont été victimes de tortures brutales et de violations de leurs droits. Ils restent un exemple remarquable de la résilience de l'esprit humain. Ce fut un honneur. Merci. Plus tard dans la journée, nous voterons sur l'interdiction du déploiement de logiciels espions contre les journalistes dans l'UE. La loi sur la liberté des médias est la première fois que l'UE va légiférer sur la question des logiciels espions, une technologie décrite par Edward Snowden comme étant comme une arme nucléaire. Et c'est le cas. Il n'y a aucune circonstance où son déploiement est conforme aux droits fondamentaux. Il prend le contrôle de vos appareils, espionne chacun de vos mouvements et toutes les personnes avec lesquelles vous entrez en contact. Il peut même envoyer des messages depuis ces appareils. Il anéantit le concept même de vie privée et sape le droit à un procès équitable. En l'état actuel des choses, nous proposons aujourd'hui de donner le pouvoir au gouvernement, aux entités privées et à d'autres d'utiliser ces logiciels contre les journalistes. Pour l'amour de Dieu, nous ne cessons de parler ici de la défense des journalistes, du danger de l'autoritarisme et de la liberté des médias. Si vous tenez à défendre les journalistes, vous devez interdire les logiciels espions. C'est le moins que vous puissiez faire, soutenir nos amendements à cet égard. Le traité sur la charte de l'énergie est une sorte de chose bizarre. C'est comme un monument à Robin des Bois à l'envers, où l'on vole au public pour remplir les poches des grandes entreprises. C'est un accord international qui établit un cadre permettant aux entreprises d'énergie fossile de poursuivre en justice les États souverains pour avoir nui à leurs profits en menant des actions pour le climat. Comment en sommes-nous arrivés là? C'est le capitalisme déchaîné. Le Parlement a appelé à un retrait coordonné au niveau de l'UE. Si nous ne partons pas en tant que bloc de l'UE, nous ferons toujours face à 20 ans de poursuites insidieuses de la part des plus grands pollueurs de la planète à cause de la clause crépusculaire du traité. Nous avons vraiment besoin que la Commission prenne les devants pour en faire une priorité absolue. Mais nous devons aussi être cohérents. Si c'est clairement absurde d'avoir un mécanisme de poursuite État investisseur dans le traité sur la charte de l'énergie, alors cela ne devrait pas être acceptable dans les accords commerciaux que nous faisons avancer avec des pays comme le Chili et le Mexique que nous essayons de conclure et de ratifier. Nous devons apprendre de nos erreurs. Merci, Monsieur le Président. Le glyphosate est l'herbicide le plus utilisé au monde et un ingrédient actif dans le désherbant Roundup.
Il tue toute vie qu'il touche, sauf pour les graines génétiquement modifiées résistantes au Roundup. Et pourtant, nous voilà, en train de l'autoriser à nouveau pour 10 ans de plus. Les salles de conseil de Monsanto et Bayer doivent être en train de faire sauter le champagne au son du glas de la nature. En Europe, nous sommes en état d'urgence totale avec l'état de nos sols. Jusqu'à 70% d'entre eux sont dégradés. Et à moins que nous ne nous mettions sérieusement au travail, que nous interdisions le glyphosate et que nous soutenions les pratiques durables, alors nous trahissons nos agriculteurs, ceux-là même que vous prétendez tous représenter. Parce qu'on ne peut pas cultiver sur un sol mort. C'est comme jeter de l'acide sur le sol et penser qu'on peut y cultiver pendant des générations. C'est une menace pour notre sécurité alimentaire à long terme et pour les moyens de subsistance de nos agriculteurs. Cela les rend esclaves des entreprises, privatise leurs semences, sans parler de l'impact sur notre santé. Nous allons co-signer une objection à cette réautorisation. Je suis favorable, en principe, à ce que la Moldavie, ou tout autre pays d'ailleurs, rejoigne l'Union européenne si elle le souhaite. Mais je me suis abstenue sur cette proposition parce qu'elle contient beaucoup de points contestables. Elle exige la dérégulation de l'économie, martèle le tambour géopolitique contre la Russie alors que la Moldavie a toujours été neutre, et accélère le calendrier des discussions d'adhésion de manière prématurée. Tout cela ne rend service à personne en Moldavie. Ils sont des pions, comme les citoyens d'autres pays, dans un jeu géopolitique. Nous savons tous que sur les 3 pays, l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie, c'est la Géorgie qui a le plus étroitement respecté les conditions. La Géorgie fait face à des obstacles car l'Union européenne souhaite s'ingérer dans ses affaires internes, exigeant qu'elle adopte une position plus anti-russe. L'UE craint une situation similaire à ce qui s'est passé en Ukraine et pense que la Géorgie mérite la chance de rejoindre l'UE et d'élire son propre gouvernement tout en maintenant de bonnes relations avec ses voisins. Il y a 2 semaines, l'Azerbaïdjan a lancé une offensive militaire dans le Nagorno-Karabakh, une région principalement habitée par des Arméniens. Il y a eu des rapports de détention, de torture et d'attaques. En seulement une semaine, 100 000 personnes, soit les 2/3 de la population, ont fui. Des gens désespérés remplissent les routes, essayant de s'échapper, laissant derrière eux des villes fantômes et des animaux abandonnés. La semaine dernière, la Commission a annoncé son soutien à ceux qui ont décidé de fuir. Cependant, 100 000 personnes ne décident pas de fuir du jour au lendemain sans raison sérieuse. Ce n'est pas un voyage sur la route, c'est un nettoyage ethnique. Pourtant, nous hésitons à l'appeler ainsi pour des raisons politiques. Cela est dû au fait que Bakou a dépensé 2,9 milliards de dollars en soi-disant « diplomatie du caviar » pour acheter de l'influence à Bruxelles ces dernières années. Von der Leyen s'est envolée pour signer un accord sur le gaz, car l'Azerbaïdjan est considéré comme notre fournisseur d'énergie le plus fiable dans le jeu stratégique contre la Russie. De plus, les armes vendues par notre industrie à la Turquie se retrouvent entre les mains de l'armée azerbaïdjanaise. Nous pouvons prétendre être des artisans de la paix maintenant, mais je doute que le peuple arménien nous croit.